Merci pour, le panel qui est très intéressant et notamment, finalement, ça a préparé le terrain à cette communication puisque, je vais, vous parler de la qualité de vie au travail et des ambiguïtés d'une politique d'entreprise de qualité de vie au travail. Donc, je vais vous expliquer, un petit peu, tout cela. Bon, vous avez fait une espèce de florilège, de ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur la question des risques psychosociaux au travail, mais en fait, comme vous connaissez déjà très bien, je pense que je vais me passer de cette petite introduction pour directement introduire le sujet. Donc, je vous parle du cas de la France. Au cas de la France, donc c'est très intéressant, hein, du coup, d'avoir tous les éléments sur le Québec, ça donne énormément de points de comparaison. Donc notamment, c'est très intéressant puisque, l'introduction de la protection de la santé mentale explicitement, dont vous avez parlé tout à l'heure en disant que c'était depuis 2021 au Québec, de manière explicite. Et bien, en fait, ça a été introduit cette notion dès 2002 dans la loi de modernisation sociale, en France. Alors pas par la notion de risques psychosociaux qui à l'époque n'était pas encore, une notion, répandue. Mais en revanche, en gros, en janvier 2002, la loi, ajoute en fait dans l'obligation de l'employeur, l'employeur doit, protéger la santé de ses salariés. Jusqu'à présent, c'était dans le code du travail et là, on ajoute en 2002 qu'il doit également protéger la santé mentale de ses salariés. Donc c'est une introduction quand même très importante. La même loi, ajoute aussi un élément important puisqu'elle condamne juridiquement le harcèlement moral. Ce qui va, du coup donner lieu en fait à une jurisprudence, au développement d'une jurisprudence très importante sur ces 2 aspects, l'obligation de protection de la santé mentale et le harcèlement moral. Donc on a une vingtaine d'années, hein, de jurisprudence, ce qui est tout à fait, intéressant. Il y a eu, à la suite de cette loi, un événement, enfin, un contexte médiatique aussi, un contexte en fait de mobilisation, hein, important à la fin des années 2000 autour d'une série de suicides de salariés, qui ont été, commis notamment sur le lieu de travail, et notamment en particulier dans 2 grandes entreprises Renault, France Télécom. France Télécom a été en particulier médiatisée puisque donc il y a eu un mouvement social à l'intérieur de l'entreprise par l'alliance de 2 syndicats qui ont permis de compter les suicides et de les contextualiser, de les mettre en lien avec, justement une méthode de gestion, enfin, en tout cas un plan social, de restructuration de l'entreprise, hein, de passage à une entreprise privée avec une logique commerciale. Cette affaire France Télécom, vous avez sans doute entendu parler puisqu'il y a eu un procès, puisqu'en fait, suite à, cette mobilisation, il y a eu des plaintes de familles, pour demander la reconnaissance des suicides en accident du travail et également une demande de condamnation des dirigeants. Et donc récemment, le procès, il y a eu la décision, d'une condamnation et de l'entreprise pour harcèlement moral institutionnel, c'est tout à fait intéressant cette extension de la catégorie et puis, la condamnation des dirigeants, condamnation pénale des dirigeants. Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit aussi longue, donc je dois continuer un peu plus rapidement. Tout simplement pour vous dire que, dans ce contexte, il y a eu plusieurs accords nationaux interprofessionnels, donc parallèles à la loi, hein, c'est des négociations collectives, nationales, sur la question des risques psychosociaux. La notion, elle a vraiment été, définie et stabilisée à la fin des années 2000, par le rapport, Baudier et Golac, que vous avez cité, tout à l'heure et dont la définition est très proche de celle qui est retenue par l'Institut de santé publique du Québec. Alors, ce qui m'intéresse dans cette historique, puisque, donc là, vous voyez qu'il y a tout un tas de législations, de réglementations autour de ces risques. Ce qui m'intéresse, c'est que alors d'abord, juste une remarque, c'est que du coup en France, cette prévention des risques psychosociaux, elle est déléguée aux organisations, au sens où, on leur demande en fait, de négocier des accords d'entreprise, hein, sur cette prévention. On demande aux employeurs d'identifier les risques dans un document unique, d'évaluation des risques professionnels et donc les employeurs, en fait, ça va aussi développer une expertise qui était déjà présente, mais qui va encore plus, augmenter, une expertise par des cabinets de conseil et des cabinets d'expertise sur ce sujet. Voilà, première remarque et puis surtout dans cette historique, ce qui va m'intéresser et je serais bien sûr curieuse de savoir comment ça se passe au Québec sur ces notions-là, c'est qu'il y a un tournant en 2013, qui est le tournant, de la qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'on voit que la notion de risques psychosociaux, elle est toujours présente, mais on voit qu'elle va être remplacée, en tout cas que la notion de qualité de vie au travail va se substituer progressivement à la notion de RPS.
notamment dans la série des accords nationaux interprofessionnels dont je vous ai parlé, celui de 2013 parle de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Il ajoute aussi la question de l'égalité professionnelle, je pourrais y revenir. Cette, notion de qualité de vie au travail, elle est réaffirmée dans la loi de 2015, avec, l'idée qu'il y a une obligation de négociation sur la QVT pour les entreprises, enfin d'un certain type d'entreprise. Alors, le recul puisque, en 2019 alors cette notion de qualité de vie au travail aussi, ce qui est quand même important de comprendre, c'est que, elle a été promue par un acteur institutionnel en France qui est l'ANAC, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, qui est un organisme paritaire, mais qui, exerce beaucoup une fonction de conseil auprès des employeurs, malgré tout. Donc c'est une notion qui est promue depuis 2003. Alors, on pourrait revenir, hein, sur l'historique de la notion de qualité de vie au travail. Ce qui est important de voir, c'est que cette notion, elle a pu être portée par des acteurs assez différents. C'est une notion plastique, hein, bien sûr, mais elle a pu être portée par, des acteurs assez différents, notamment des acteurs comme Yves Clos, qui est psychologue du travail au Conservatoire national des arts et métiers, qui va, en fait, beaucoup travailler sur la question de la prévention et de la prévention primaire et qui va critiquer justement une approche trop épidémiologique et positiviste des risques psychosociaux. Et dans son ouvrage en 2010, Le travail à cœur, là, vous ne voyez pas le sous-titre, mais le sous-titre, c'est «Pour en finir avec les risques psychosociaux» et c'est à un double sens. Bien évidemment, c'est pour en finir d'abord avec les risques, mais également avec cette approche qu'il juge toxicologique des risques. Et lui, ce qu'il va promouvoir, du coup, c'est de dire, tant qu'on parle en fait de risques, on va rester à la fois dans une approche épidémiologique, et cetera, mais surtout une approche qui va être centrée sur la santé et qui va être, déconnectée des questions de performance et des questions d'organisation du travail. Donc en fait, déconnectée des facteurs organisationnels. Donc tant qu'on reste dans une approche de risque, on favorise plutôt des acteurs de la santé qui n'ont pas d'accès à la question de l'organisation du travail et à la qualité du travail. Alors, Yves Clos ne promeut pas en tant que telle la notion de qualité de vie au travail puisque, comme je vous dis, c'est une notion très plurielle et donc il y a des gens qui mettent derrière, le baby-foot et l'amélioration de la convivialité, donc il est évidemment pas du tout là-dedans. Mais malgré tout, beaucoup de promoteurs de la notion de qualité de vie au travail vont se référer à l'analyse d'Yves Clos en disant: «Il faut en finir avec la catégorie de risques psychosociaux parce qu'elle ne permet pas cette prévention primaire et il faut du coup une analyse, une conception de la QVT qui soit, axée sur la qualité du travail». Alors en 2019, l'ANACT fait un premier état des lieux des accords. Donc ça reste une approche, juste en termes d'accords, c'est-à-dire on regarde ce qu'il y a dans les accords. On ne va pas voir concrètement comment c'est mis en place. Néanmoins, déjà cette première approche permet de montrer qu'en fait les accords, la plupart, sont éloignés en fait de la logique de santé au travail. Donc pas une bonne nouvelle par rapport à cette tentative, hein, d'agir sur les facteurs du travail. En 2021, du coup, la nouvelle loi santé au travail, on a eu aussi une nouvelle loi santé au travail, ensuite à la pandémie. Je pense que c'est un grand facteur, évidemment, pour remettre sur le débat, ces questions. Le législateur réaffirme et change le nom de QVT pour dire QVCT, qualité de vie et des conditions de travail, pour essayer de marteler l'idée qu'il faut agir sur ces facteurs. Alors voilà, pour tout cet historique. Donc, moi, du coup, la question, que je me suis posée, c'est: comment ces problèmes sont-ils traités en entreprise? Comment cette réglementation se traduit? Et surtout, qu'implique la reformulation du problème sous l'angle de la QVT? Donc ce que j'ai fait, et là, bien sûr, c'est adossé aussi à une analyse, une réflexion, une discussion en fait de la notion de managérialisation du droit qui est proposée, notamment en sociologie du droit par les travaux de Lorraine et d'Hellman, notamment, mais pas seulement. En gros, la question c'est, est-ce que, si on passe d'une catégorie plutôt santé comme les risques psychosociaux à une catégorie qualité de vie au travail, alors est-ce que c'est une catégorie managériale? Toute la question est là. Mais est-ce que, justement, on n'entre pas dans un processus de managérialisation du droit qui signifie qu'en fait, hem, il y a une réappropriation par, le monde des affaires des catégories juridiques, réappropriation qui va en fait édulcorer finalement le sens de la loi, mettre en place des structures finalement purement symboliques et non actives. Voilà un petit peu, hein, pour vous résumer très rapidement cette analyse. Alors mon cas d'étude, du coup, je suis allée voir en fait, dans une grande entreprise et j'ai pris le cas d'une grande banque. Pourquoi une grande banque? Parce que je voulais un secteur tertiaire, également, un secteur particulièrement touché par les risques psychosociaux, hein. On a beaucoup d'enquêtes, en France, qui permettent d'identifier certains secteurs en particulier. Donc liés bien sûr à la crise financière de 2008, au renversement de la réglementation qui augmente du coup toutes les contraintes bureaucratiques et procédurales, également à la digitalisation et à la fermeture des agences bancaires qui vont, se traduire en baisse d'effectifs, et cetera.
C'est une banque qui est une organisation très hiérarchique avec un fort contrôle et c'est une banque qui est intéressante aussi parce qu'elle a signé 2 accords d'entreprise au nom de la qualité de vie au travail, ce qui est pas enfin, les entreprises sont incitées à le faire, mais toutes ne le font pas. Donc là, c'est assez intéressant qu'il y ait eu 2 accords et en fait, il y a le troisième est en cours de négociation à l'heure actuelle. Alors, ma méthodologie, donc, c'est le choix d'une monographie d'entreprise, hein, pour, analyser les processus de qualification des problèmes et les réseaux d'acteurs impliqués. Donc, j'ai réalisé une série d'entretiens avec, j'ai essayé d'avoir une pluralité d'acteurs. Donc, d'abord les gestionnaires des ressources humaines et des relations sociales parce que ce sont eux qui mettent en place les dispositifs qui vont être, à l'initiative de la négociation des accords. En leur sein, il y a les juristes qui ont jouent un rôle très important, notamment sur tout ce qui est harcèlement moral. Les médecins du travail, bien évidemment, il y a des médecins du travail d'entreprise, notamment pour les fonctions du siège et la banque de financement. La banque de détail, malheureusement, c'est beaucoup plus éparpillé. Évidemment, des consultants et puis de différents cabinets, puisqu'ils sont très importants aussi, puisqu'ils sont mobilisés avec leurs approches, et des représentants des organisations syndicales et quelques salariés. J'ai également fait des observations et un recueil de documentation. Alors, je vais vous développer un petit peu un historique, en fait. J'ai pu reconstituer, sur une quinzaine d'années, l'historique de comment cette question du stress au travail a émergé dans cette entreprise et comment elle a été traitée, avec différentes catégories, justement. Alors, la question du stress au travail, bien évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y en avait pas avant, mais à la fin des années 2000, elle émerge de manière très forte dans un contexte donc la fin des années 2000, c'est bien évidemment la crise financière, c'est également, comme vous l'avez, noté sur, la première chronologie, le moment de l'affaire France Télécom, qui est médiatisée avec cette crise des suicides. Et puis, il y a aussi une crise interne de cette banque, une crise sociale, de cette banque. Ce qui fait qu'il y a une conjonction, et du coup, les syndicats vont exiger un rapport d'expertise, sur le travail dans cette banque. Et ce rapport d'expertise, donc qui est fait par le cabinet Technologia, qui est le cabinet qui a fait le rapport d'expertise chez France Télécom. Et le directeur des relations sociales, vous voyez, nous explique que, bah, il était très mécontent d'avoir, comme il dit, Technologia sur les bras, puisque donc pour lui, c'était très caricatural. Et en fait, c'est ce qui leur a enfin, c'est ce qui les a contraints à créer, à prendre en charge, en fait, ces problèmes ces questions de risques psychosociaux. Donc c'est ce qu'il dit: «On a créé notre premier secteur sur les risques psychosociaux à ce moment-là». Donc on voit bien, hein, c'est dans ce contexte de mobilisation et de pression des syndicats et d'un rapport d'expertise que la direction des ressources humaines va, effectivement, commencer à développer, une réponse. Alors, la réponse qui va être mise en place, c'est, ils vont faire appel à un cabinet, de conseil qui est un cabinet de conseil à dominante psychologique, donc constitué de psychiatres et de psychologues du travail, heu, plutôt considéré comme patronal. Vous savez que, c'est peut-être pareil au Québec, mais dans les cabinets de conseil, il y a des cabinets de conseil qui interviennent plutôt à la demande des directions d'entreprise et des cabinets d'expertise qui interviennent plutôt à la demande des syndicats. Donc là, comme il y avait une reprise en main par la DRH suite au rapport d'expertise Technologia, ils se sont tournés vers un cabinet plutôt, qui intervient plutôt à la demande des directions d'entreprise, mais qui est un cabinet très très important et qui est très reconnu, et qui, a une approche par le stress. Donc c'est vraiment une approche médicale et psychologique, qui mesure en fait un taux de stress, voilà, et qui est administré par les médecins du travail. Donc ça, c'est intéressant de voir, qu'est-ce qui s'est passé avec cette, approche. Donc, le DRH, enfin le directeur des relations sociales nous explique que c'était très décapant, que, les résultats étaient tout sauf complaisants. Donc en fait, c'est des taux de stress, hein, qui remontent, par entité sur des entités de la banque, des secteurs et cetera pour identifier où sont les problèmes. Sans surprise, c'est beaucoup la banque de détail qui va ressortir. Hem donc des résultats qu'ils connaissaient en partie, mais du coup, évidemment, à partir du moment où le résultat est là, il y a toute la question de la circulation du résultat, parce qu'il est potentiellement explosif, et cetera. Alors, ce que nous disent les autres acteurs, par exemple, le délégué syndical CGT, lui, en fait, il va avoir un avis un peu mitigé sur cet observatoire. D'un côté, il va dire: en fait, la direction a mis cet observatoire en place parce que, en gros, l'idée, c'était de dire: «Il faut d'abord évaluer les risques pour pouvoir agir» et donc lui dit: «En fait, c'est une manière de gagner du temps, finalement, on reste dans le constat, on fait rien» et il cite même le directeur du cabinet qui dit ça. Il dit: «Tant qu'on est dans le constat, on ne fait rien», donc
ça va être ce reproche qu'il va faire. En même temps, rétrospectivement, il va aussi dire, à l'époque, enfin, quand même, l'observatoire était géré par les médecins du travail, c'était très bien. Mais il ne développe pas sur quels aspects c'était très bien. C'est une position un peu de principe de dire, si c'est les médecins du travail, c'est bien. En même temps, on ne voit pas d'effet, en tout cas, il n'y a pas de dispositifs qui sont mis en place, autre que celui-là à cette époque. Et enfin, un consultant du cabinet qui est particulier puisque c'est un sociologue, dans un cabinet de psychologue, lui, il a un avis très négatif sur l'observatoire qu'il a mis en place, lui-même, puisqu'il me dit: «Un observatoire médical, c'est le meilleur moyen pour cornériser», donc enfermer dans un couloir, «pour foutre la problématique, pardon, au fond d'un couloir», je répète ses propos, «entre des spécialistes internes que personne n'écoutera». Alors, force est de constater que finalement tout le monde va un peu s'entendre sur ce constat, que pendant 5 ans, il y a cet observatoire, il y a des résultats sur le stress qui sont produits, mais il n'y a pas d'action mise en place et tout le monde tout le monde en tout cas a l'air de le déplorer, mais il y a personne n'arrive à trouver un levier pour, agir et voilà. Alors, en 2014, il y a le tournant dont je vous ai parlé de la QVT au niveau institutionnel se retrouve très clairement dans cette banque. Comment? Eh bien, notamment parce que le service, en fait, change de manière assez radicale. On est au sein de la DRH, au sein des relations sociales. Il y avait, en fait, une personne qui était dédiée à cette question des risques psychosociaux depuis 2009 et puis en 2014, en 2014, en fait, ils vont, embaucher une nouvelle personne. Le service va changer de nom, ça va être l'approche de la qualité de vie au travail qui va être mise en place. C'est une nouvelle personne qui est embauchée et il y a 5 autres personnes qui vont être embauchées. Une personne qui va s'occuper du télétravail, l'articulation avec la vie familiale, une personne qui va s'occuper des enquêtes, conditions de travail, puisqu'ils vont mettre en place une nouvelle enquête. Enfin bref, je ne détaille pas, mais il y a une croissance du service. La personne donc il y a une nouvelle directrice, QVT, hein, et cette personne va parvenir à changer l'équipe de médecins du travail, presque entièrement, renouveler presque entièrement l'équipe de médecins du travail, hem et embaucher un nouveau cabinet de conseil, donc exit le cabinet des psychologues et des psychiatres et fait venir un nouveau cabinet de conseil, plutôt d'ingénieurs sur les nouvelles formes de travail. Comment on met en place le télétravail, comment on met en place des nouveaux espaces de travail, donc alors son discours, c'est de dire: «On va agir sur l'organisation du travail parce qu'on va justement mettre en place des nouveaux modes d'organisation du travail». Alors, vous notez, tout de suite que, dans la citation que je vous ai mise ici, en fait, on voit bien que déjà, ce changement de catégorie, il a un effet direct en termes d'augmentation du pouvoir des DRH, des gestionnaires des ressources humaines. Elle me dit, par exemple: «Mon prédécesseur était l'adjointe du directeur des relations sociales. Moi, j'étais positionnée comme étant directrice de la responsabilité sociale au travail». Donc en fait, il y a une revalorisation de la fonction. Ça leur donne beaucoup plus de pouvoir symbolique et d'après eux et enfin, d'ailleurs pas que symbolique puisqu'on voit bien qu'il y a une croissance du service, croissance de moyens. Alors, quelles sont les réalisations? Enfin, comment ça se traduit? Alors, l'enquête est complètement transformée. Ce n'est plus un observatoire administré par les médecins du travail, mais une enquête transversale, un questionnaire en fait qui va passer, auprès de tous les salariés. Il faut savoir que l'observatoire de la médecine du travail, ça faisait qu'il y avait à peu près 5 des salariés seulement qui remplissaient le questionnaire chaque année, pour tout un tas de raisons. Et là, on est arrivé à 65 à peu près des personnes qui répondent. Donc c'est sûr qu'on a l'impression qu'il y a une plus grande, force de frappe. Maintenant, le questionnaire en lui-même. Alors, c'est à la fois un questionnaire qui est très proche des questionnaires de Karasek, de Zigrist, donc des questionnaires vraiment risques psychosociaux. Et en même temps, ils ont voulu le tourner positivement, parce que la grande critique aussi avec la QVT, c'est de dire les risques psychosociaux, c'est une vision obscure du sujet qui va finalement renforcer la dépression ambiante. Donc, il faut parler de bien-être, etc. Alors, cette enquête positive, je ne sais plus ce que je vous ai mis, oui, cette enquête positive, évidemment, c'est très, ambivalent parce que, on peut comprendre cette idée que, il ne faut pas influencer les personnes dans leurs ressentis et cetera et que donc il vaut mieux axer sur des facteurs de satisfaction, enfin de levier de satisfaction au travail, donc ça, on peut le comprendre. En même temps, quand j'interroge la responsable RH, des enquêtes, en gros, ce qu'elle m'explique, par exemple, elle me dit: «Donc oui, elles sont positives les questions, sauf, une qu'on va sûrement modifier qui est sur l'intensité du travail et la relation au temps». Et donc elle cite les questions qui sont les questions, Karasek, Golac, classiques. «Je suis constamment pressée par le temps à cause d'une forte charge de travail» et cetera. Et donc elle commente: «C'est sûr qu'on a toujours tendance à répondre "oui", on ne va pas répondre "non". Donc ce facteur-là, entre guillemets, c'est pas qu'on peut rien y faire, mais bon,
on va essayer de l'aborder positivement. Donc en fait, on voit là une forme de neutralisation des facteurs. OK, je suis vraiment sur la fin, pardon. Je vais accélérer, du coup, pour conclure. Donc, en fait, ce que je veux dire ici, c'est qu'on voit, que, comment dire? Recherche d'approche positive, c'est aussi une manière de neutraliser, en fait, le pouvoir de revendication, hein, des risques psychosociaux et donc ça va plutôt aller dans le sens de la managérialisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire finalement mettre en place des structures plutôt symboliques qui vont, en fait, permettre d'apaiser la contestation et voilà et alors en même temps, et je voudrais juste terminer là-dessus parce que c'est vraiment important. C'est-à-dire que si on veut être complètement honnête, ce que j'ai aussi constaté, c'est qu'en dépit de ça, que j'aurais voulu développer pour vraiment vous convaincre de ça, mais enfin, je pense que vous êtes convaincus de cette managérialisation. En dépit de ça, force est de constater, c'est que dans cette période sur la QVT, c'est le moment où il va y avoir quand même 2 chantiers tournés vers l'amélioration de l'organisation du travail. Un chantier dans les agences bancaires, une réflexion sur l'organisation des agences, qui va être une réflexion menée conjointement avec les salariés, avec un autre cabinet de conseil qui, cette fois-ci, est un cabinet d'analyse du travail, vraiment, avec beaucoup de groupes de discussion et cetera et donc lui, le consultant, il me dit: «La QVT, c'est super important pour enrôler les directions. Si on commence par dire que tout va mal, on ne les aura jamais. Or, c'est eux qui ont le pouvoir sur l'organisation du travail. Donc, voilà ce qui me fait valoir. Et puis, le deuxième chantier, c'est les espaces de discussion au travail. Je ne sais pas si au Québec aussi, vous avez vu cette méthodologie se développer. En gros, l'idée, hein, c'est la mise en débat du travail. C'est comment, par rapport à cette question des collectifs de travail, quand ils sont fragilisés, etc., est-ce qu'on peut remettre des espaces de discussion avec une méthodologie un peu plus artificielle, mais en même temps qui peut peut-être susciter quand même cette discussion. Et le consultant, là aussi, me dit, il faut pas négliger en fait l'impact que ça a pu avoir. Ils ont mis ça en place à la DRH justement comme une expérimentation et il dit en fait les gestionnaires ont essayé de faire remonter aux dirigeants qu'il y a certaines manières de parler, certaines qui sont vraiment, extrêmement nocives et toxiques. La question du contrôle aussi des informations et cetera. Voilà, alors voilà, pour, terminer, vraiment là-dessus, en fait, bon, je ne sais pas si je vais même vous mettre ce slide parce que je ne vais pas avoir le temps de commenter ce slide, mais en gros, vous voyez, je partage avec vous ces résultats parce que je m'interroge vraiment, en fait, sur cette notion de qualité de vie au travail. Vous avez compris comment elle se positionne par rapport au RPS. Quels sont les gros risques qui sont associés en termes de managérialisation et de structure symbolique? Et en même temps, on voit qu'il y a eu certaines réalisations. Ces réalisations, elles sont limitées dans le temps. Dès qu'il y a un changement de direction, paf, ça disparaît. Mais voilà un petit peu la réflexion et donc la question aussi que je me pose par rapport à l'interprétation de ces évolutions. Merci.